Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette parenthèse scientifique 2023, nouvelle version. Alors on est très content de vous retrouver. Et cette année, des nouveautés, beaucoup de nouveautés, des nouveaux chroniqueurs, vous allez les rencontrer tout de suite. Et puis également de nouvelles rubriques, le mot du jour et la science poétique pour parler un petit peu de la poésie dans la science. Alors évidemment, cette émission toujours avec la même passion, la même énergie et l'envie de partager avec vous 3 quarts d'heure de science en toute convivialité. Alors, ces nouveaux chroniqueurs, j'arrête le suspense ici, ou presque, ils sont avec moi dans le studio. Merci d'accueillir Damien. Bonjour à toutes et tous. Pauline. Bonjour. Julien. Bonjour tout le monde. Et Marine. Bonjour. Et également avec nous dans le studio, et on l'adore, Clément à la technique. Bonjour. Bonjour Clément. Et aujourd'hui, pour cette réémission, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Grandcola, écologue et systématicien, directeur de recherche au CNRS. Alors, le docteur Grandcola est également directeur de l'ISIEB, Institut de systématique évolution biodiversité à Paris. Le docteur Grandcola est spécialiste de la biodiversité avec de nombreuses publications à son actif sur le sujet, évidemment, de la biodiversité. Il est également auteur d'un livre coécrit avec l'illustratrice Claire Marc qui s'intitule « Tout comprendre ou presque sur la biodiversité », sorti en avril 2023. Alors, on vous le conseille vivement, évidemment, parce qu'il permet de comprendre de nombreuses notions autour de la biodiversité de façon simple, claire et imagée. Alors récemment, les travaux du docteur Grandcola ont également alerté sur notre façon de percevoir la biodiversité et, plus important encore, de la prendre en compte dans nos recherches. Quelle est la perception que nous avons de cette biodiversité et quel rôle pour ces biais dans la science? La parenthèse scientifique, la biodiversité, quelle vision en avons-nous et quelles en sont les conséquences? On démarre, le mot du jour, c'est parti. Le mot du jour. Et le mot du jour, aujourd'hui, c'est taxonomiste. Et non pas taxidermiste, mais bien taxonomiste. Le taxonomiste, lui, préfère le vivant, puisqu'il étudie la diversité du monde vivant. En effet, la taxonomie, c'est une branche des sciences naturelles qui consiste à décrire, nommer et surtout classer tous les organismes vivants en catégories organisées et hiérarchisées, en cherchant des relations parentées entre elles. Pour une espèce particulière, le taxonomiste va faire une classification selon différentes catégories comme le règne auquel il appartient, l'embranchement, le sous-embranchement, la superclasse, la classe, l'infraclasse, l'ordre, le sous-ordre, la famille, la sous-famille et enfin le genre. Et si on estime à environ 2 millions d'espèces vivantes décrites scientifiquement, il leur reste encore beaucoup de travail avec près de 10 millions d'espèces qui peuplent notre belle planète. Ce travail fournit une base pour les recherches sur la spéciation et les processus évolutifs, mais également pour une protection plus efficace de la nature. On peut dire en effet qu'ils jouent un rôle important dans la protection de la biodiversité, puisque leur travail est une base essentielle pour reconnaître une espèce, apprendre à mieux la connaître, elle et son environnement, ainsi que de pouvoir mettre en place des actions pour mieux les protéger. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci beaucoup Marine. Alors de retour avec le docteur Philippe Grandcola. Merci beaucoup docteur d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci, bonjour. Alors on vient de parler de taxonomiste. Apparemment, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur votre métier ? Effectivement, la taxonomie, c'est tout simplement le fait de décrire et de classer les organismes vivants de manière qu'on puisse échanger des informations entre nous autres humains à leur sujet. Si on n'est pas capable de dire le nom d'un groupe d'organismes, on ne sera pas capable de discuter au sujet de son comportement, de son importance écologique ou de la nécessité de le conserver. Et avec le temps, au-delà de la description, les scientifiques au XIXe siècle, début du XXe, ont appris à comprendre quelle évolution avait permis l'émergence de ces organismes. Et donc l'idée, c'est pas seulement de décrire des organismes, c'est aussi de comprendre la manière dont ils
ils sont apparus au cours de l'évolution et de construire un système de référence, une classification, mais qui rend compte de l'évolution. Donc aujourd'hui, finalement, la taxonomie, la systématique qui construit les systèmes autour des noms, finalement, c'est une discipline de la biologie de l'évolution, et évidemment qui est liée à l'écologie, puisque si on veut comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, on est obligé de savoir ce qu'il y a dedans comme organisme, et donc de les nommer, puisque sans nom, on ne peut pas les désigner et comprendre finalement les mécanismes qui régissent leurs interactions. Mhm. Et en tant qu'écologue systématicien, est-ce que, j'imagine que votre métier est quand même assez varié, mais est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu en quoi ça consiste concrètement? Alors effectivement, c'est un métier varié puisque moi, au cours de mon travail, je vais sur le terrain, dans le milieu naturel pour, observer et récolter des échantillons qui me permettent de comprendre, la manière dont les organismes fonctionnent, dans les écosystèmes. Mais aussi avec ces échantillons au laboratoire, je peux les comparer à d'autres échantillons déjà récoltés et savoir s'il s'agit d'une espèce, similaire ou différente. Aujourd'hui, ça passe beaucoup aussi par, l'analyse de l'ADN qui permet, grâce à un certain nombre de marqueurs, hein, de petits morceaux de gènes qu'on peut séquencer facilement, de savoir réellement, ce qui se passe du point de vue évolutif, et d'avoir une petite idée de la dynamique de la spéciation. Donc ça veut dire des études de terrain, des études de laboratoire et puis, comme pour tous les scientifiques, l'absolue nécessité à la fin d'écrire des articles scientifiques qui sont évalués par les pairs, qui sont publiés et qui permettent de partager cette connaissance avec, toute la communauté scientifique. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un système, taxonomique qui est, géré dans des grandes bases participatives, mondiales, auxquelles des dizaines de pays adhèrent et qui permettent à tout un chacun de communiquer au sujet de la science, hein, et ces noms, finalement, nous les utilisons aussi malgré nous, hein, quand, nous allons dans une jardinerie acheter, des plantes pour notre jardin, Mmh. quand nous parlons, d'une espèce malheureusement, vectrice de pathogènes comme le moustique tigre ou quand on s parle simplement quand on va même sur un marché, hein, pour acheter, des plantes, des légumes et des fruits. Finalement, on utilise une classification, alors la plupart du temps un petit peu triviale, hein, les noms, communs et puis, si, vraiment on veut préciser des noms scientifiques. Mmh. Alors pour entrer dans le vif un peu le cœur du sujet de ce qui nous amène aujourd'hui à discuter, à échanger avec vous, on entend beaucoup parler de biodiversité dans les médias, notamment qu'il faut la préserver du fait de son déclin. Mais on a l'impression quand même que ce mot biodiversité, il est un peu utilisé à toutes les sauces dans les médias, que l'on ne met pas toujours la même chose derrière. Et est-ce que vous avez une définition de la biodiversité qui vous semble la plus juste possible? En tout cas, quelle est votre définition préférée, en quelque sorte? Oui, oui, tout à fait. En fait, la définition, elle a émergé avec le nom biodiversité, hein, qui signifie tout simplement diversité du vivant dans les années 80, en réaction aux études au laboratoire qui ne portaient que sur quelques organismes modèles, le rat blanc, etc., hein, les espèces qui permettaient de transposer des résultats aux humains directement, par exemple en médecine. Donc les scientifiques, dans les années 80, créent ce mot pour attirer l'attention sur le fait que, bien sûr, il y a des choses communes à tous les êtres vivants, mais qu'il y a aussi des choses différentes. Et donc là, les différences, ce sont des différences entre individus, puisque même dans un même groupe où les individus se reproduisent entre eux, il y a des petites différences génétiques, bien sûr, entre espèces, puisque les espèces sont des catégories, des groupes d'individus qui sont plus aptes à se reproduire entre eux. Donc évidemment, entre un arbre, une abeille ou un mammifère, il y a des différences considérables, hein, donc c'est aussi de la diversité. Et puis enfin, la manière dont ces espèces s'assemblent dans les écosystèmes, parce que ce ne sont pas des assemblages au hasard, il y a des interactions, par exemple entre une plante et un pollinisateur, qui sont des interactions assez stables, hein, donc finalement 3 niveaux d'observation entre les individus, entre les espèces et entre les écosystèmes. Et c'est d'ailleurs la définition qui est retenue par la Convention juridique internationale qui a été adoptée au sommet de la Terre à propos de la biodiversité. Donc si je comprends bien, il y a une biodiversité intraspécifique, interspécifique, et ensuite on parle d'écosystème. Tout à fait, voilà, 3 niveaux d'observation qui résument bien la situation, hein, même s'ils ne sont pas complètement étanches, ils sont vraiment complémentaires. Damien joue le naïf spécialiste. Oui. Et du coup, dans les travaux que vous avez menés, vous avez révélé qu'il y avait des biais de perception et de mesure de la biodiversité dans le public et chez les scientifiques, et donc chez l'être humain en général. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces biais ?
Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous sommes de la biodiversité. Donc, nous sommes des mammifères, des primates qui ont évolué au cours des derniers millions d'années. Et de fait, on a évidemment plus de facilité à dialoguer, à considérer, à ressentir les expressions d'espèces qui nous ressemblent. On va comprendre les expressions d'un jeune chien ou d'un chat ou d'un cheval ou d'une vache. On va avoir plus de mal à comprendre ce que pense ou ce que fait un poisson ou une étoile de mer ou un insecte ou un champignon. Et donc, on a montré tout simplement, en reprenant beaucoup, beaucoup de données existantes disponibles dans la littérature et en les analysant, qu'il y a un énorme biais vers le fait de considérer ce qui nous ressemble beaucoup plus souvent, beaucoup plus facilement que ce qui ne nous ressemble pas. Autrement dit, c'est un biais qu'on dit taxonomique. On a beaucoup plus de facilité à étudier des mammifères, par exemple, qu'à étudier des insectes ou des champignons. Et malheureusement, les scientifiques n'échappent pas à cette règle. Et quand on a essayé de comprendre pourquoi les scientifiques eux-mêmes avaient ce biais d'étude, on s'est rendu compte simplement que pour eux, c'était beaucoup plus valorisant d'étudier des grands mammifères, par exemple, que d'étudier des petits insectes ou des étoiles de mer ou des mollusques. Mais Donc, pourtant, Monsieur Grandcola, sur par exemple la drosophile, si on prend cet exemple-là, il y a beaucoup de découvertes génétiques extrêmement importantes sur les vertébrés qui ont été réalisées sur ces animaux. oui, alors c'est vrai que les organismes modèles, ceux qu'on étudie au laboratoire, il y en a quelques centaines seulement. Donc quelques centaines sur plus de 2 millions d'espèces connues et comme vous l'avez dit, sur plus de 10 millions d'espèces existantes sur Terre. Mm. C'est à la fois très peu. Alors c'est suffisant pour comprendre effectivement des aspects de génétique, d'immunité ou de développement qui sont vraiment très importants, mais évidemment, c'est insuffisant pour comprendre ce qui se passe dans des écosystèmes. Il faut se rappeler, par exemple, même en France métropolitaine, nous avons 40 000 espèces d'insectes, 5 000 espèces de pollinisateurs. Donc la drosophile nous apprend beaucoup de choses sur euh, plein d'aspects très importants. Par exemple, Jules Hoffmann, un prix Nobel français, a pu aider à comprendre l'immunité humaine grâce à ses travaux sur la petite mouche drosophile. Mhm. Et d'un autre côté, évidemment, si on veut comprendre comment la pollinisation se passe dans les écosystèmes, on est obligé d'étudier beaucoup d'autres espèces. Donc, aujourd'hui, ce biais taxonomique est encore renforcé quelque part par les organismes qu'on étudie au laboratoire, puisqu'il y a encore beaucoup plus de travaux sur le rat blanc que sur la drosophile. Mm. Et par ailleurs, dans le milieu naturel, il y a beaucoup plus de travaux, par exemple, sur les oiseaux, sur les mammifères, que sur les insectes pollinisateurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait qu'il y ait moins de travaux sur le rat blanc ou sur les oiseaux ou les mammifères, mais il faudrait qu'il y ait plus de travaux sur des organismes qui ont un rôle énorme Que ce dans le soit milieu équilibré. naturel et qu'on laisse un petit peu de côté. Et vous en avez déjà un petit peu parlé peut-être, mais est-ce que l'imaginaire collectif, c'est-à-dire les contes mettant en scène des animaux auxquels on attribue des comportements humains, joue un rôle dans la construction de ces biais? Parce que vous parliez tout à l'heure du rat blanc et de la drosophile, par exemple. Mais est-ce que ces relations sont construites de la petite enfance? Et est-ce que les relations affectives qu'on construit avec certains animaux, comme les mammifères, participent à la construction de ces biais? Tout à fait, il y a une partie culturelle dans ces biais, il y a une partie qui est sensorielle, évidemment. On voit un grand mammifère, on ne voit pas un microbe. Donc là, comment dire, le raisonnement qu'on va avoir à propos d'un microbe, c'est un raisonnement qui est purement intellectuel et qui ne va pas s'attacher à l'apparence, au dialogue physique qu'on va avoir avec un organisme. Il y a une partie biologique qui nous est intrinsèque, c'est le fait que nous, autres mammifères, nous comprenons mieux un mammifère qu'une étoile de mer ou un poisson. Et puis enfin, il y a une partie culturelle. Et là, effectivement, il y a des organismes qui sont charismatiques, comme on le dit, parce que dans notre culture, on y prête attention. Alors, le charisme, c'est quand même beaucoup lié, comme l'ont montré pas mal d'études, à la taille, à l'importance de l'apparence. Ça peut être une espèce dangereuse, une espèce impressionnante, un éléphant qui est très grand, un serpent qui nous fait peur mais qui est extraordinairement élégant, et puis même une abeille par exemple, parce que l'abeille est industrieuse, elle nous fournit le miel, et finalement parmi tous les insectes, c'est peut-être celui qui a le plus de charisme aux yeux des humains. Évidemment, ça varie beaucoup selon les cultures. Là, on parle de ce qui est commun dans la culture occidentale. Donc, il y a effectivement une partie culturelle. Et là, les médias contribuent finalement à renforcer ce biais, parce qu'on voit beaucoup plus le lion,
la girafe, l'éléphant, y compris dans des Ouais. dessins animés très célèbres, qu'on ne voit l'abeille ou le microbe, hein. Des mammifères et puis aussi, nous on avait reçu est-ce que vous pensez, docteur Grandcola, que la valeur esthétique aussi parfois, peut jouer un rôle dans ces biais? Nous on avait reçu, le docteur Tribault qui avait réalisé une thèse sur, la confrontation de la valeur esthétique des poissons coralliens à leur importance fonctionnelle, au sein de l'écosystème et elle avait vu qu'il y avait un rapport un peu inverse. Est-ce que ça aussi ça existe? Ouais, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a une sorte de relation un peu modale, hein, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui nous attirent parce qu'on leur prête aussi une valeur esthétique, bien Mmh. sûr, hein. Quand on voit une fleur ou un papillon, dans notre culture occidentale, c'est quelque chose qu'on trouve beau et qui va attirer notre regard, qu'on va valoriser. Et puis à l'inverse, il y a des espèces finalement auxquelles on prête aussi pas mal d'attention pour une raison inverse, hein. Encore une fois, le serpent ou le moustique ou la blatte ou voilà, Mmh. la punaise de lit, des animaux qui nous semblent répugnants, hein, ou en tout Qui cas. génère une émotion en fait, c'est-à-dire Ouais. soit une émotion agréable, soit parfois une émotion plus Oui, désagréable. voilà, et je pense qu'il y a quand même des animaux pour lesquels il n'y a pas forcément comment dire, d'aspect néfaste, hein, dans notre société, mais par exemple un ver plat, un ver de terre ou un animal, voilà, qui est pas spécialement esthétique à nos yeux. De la même manière, on va quelque part ne pas lui attacher d'importance ou au contraire, si on le trouve suffisamment répugnant quelque part, on va lui attacher une certaine importance. Donc le charisme, c'est un peu Mmh. soit être très beau, soit être très Soit moche. être très laid ou Voilà, dans notre Et arbitraire est-ce que c'est pas affectif. un peu dicté aussi par les médias, ce qu'on nous montre, notamment à la télé ou dans les films? Bah, ça ne fait que renforcer, hein. C'est-à-dire que finalement les Mmh. les les journalistes, les cinéastes, les scientifiques et toutes les autres personnes humaines finalement partagent les mêmes biais. Et effectivement, les médias renforcent, hein, les tendances qu'on observe dans le reste de la société et elles les valorisent encore plus. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, comme beaucoup d'humains sont un peu déconnectés du milieu naturel, ils vivent dans un milieu beaucoup plus urbain, périurbain. Finalement, cette biodiversité virtuelle qu'on voit dans les médias prend une part croissante dans l'imaginaire collectif, hein, beaucoup plus que chez des personnes, bien sûr, qui sont confrontées quotidiennement à des organismes vivants qu'ils voient vraiment pour de vrai. Mmh, d'accord. Et alors, d'un point de vue un peu plus pratique, vous avez identifié ces biais, mais moi, la question que je me posais, c'est comment vous en êtes venu à chercher ces biais? Comment on les identifie? Parce que c'est quand même plutôt quelque chose d'un peu abstrait, qui peut paraître subjectif. Est-ce qu'il y a une méthode particulière? Alors, en fait, la première méthode, c'est tout simplement de comparer l'importance numérique, hein, ou fonctionnelle des organismes dans leur grande diversité à leur importance finalement, dans une catégorie de production humaine, hein. Ça peut être dans la production scientifique, ça peut être dans la production cinématographique, dans la production culturelle et un simple rapport d'importance permet de comprendre déjà s'il y a un décalage entre notre perception et puis, finalement la réalité biologique. Puis après, bien sûr, il y a tout un travail d'analyse là qui peut essayer de comparer justement si, est-ce qu'un scientifique étudie plus les grands mammifères parce que ça le valorise, parce que lui-même en tant qu'individu, il est biaisé comme n'importe quel autre humain? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que ça lui permet d'obtenir des financements plus facilement pour faire son travail et donc, de facto, ça renforce ce biais? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut poser qui sont vraiment importantes parce que finalement, ce biais dans notre regard sur la biodiversité, c'est pas seulement une curiosité, intellectuelle, c'est aussi ça a des conséquences bien sûr, hein. Ce que l'on étudie bien, on le connaît mieux et généralement, on est plus capable, d'avoir des relations, correctes, apaisées, positives avec ce que l'on connaît bien. D'accord. Mais donc ça veut dire aller à la rencontre des chercheurs, Ça veut dire les aller à la rencontre des interviewer. chercheurs ou étudier, statistiquement, la production scientifique qui est la leur, hein. dans les Aujourd'hui, publications. D'accord. chaque Mmh. année, il y a à peu près 1 million d'articles scientifiques qui paraissent dans le monde. C'est colossal, hein, et dans certaines disciplines, même, la biologie médicale ou un certain domaine de la chimie, aucun scientifique n'est plus capable de lire tous les articles qui relèvent de son domaine. Alors c'est pas le cas dans le domaine de la biodiversité parce qu'on est beaucoup, beaucoup moins nombreux, hein. Mmh. Il faut se dire que sur l'ensemble des biologistes, les gens qui étudient la diversité du vivant, un petit peu dans le milieu naturel notamment, ça représente à peine 5 de la communauté, hein. Les autres étudient des organismes modèles au laboratoire. Donc, en fait,
nous autres, spécialistes de la biodiversité, on peut aller à la rencontre de nos collègues et de leur production simplement en utilisant ce qui remonte à travers des bases de données et arriver à voir s'il y a des biais effectivement. D'accord, merci. Merci beaucoup, Dr Grandcola. On vous retrouve tout de suite, mais pour l'instant, une petite pause musicale que vous avez choisie d'ailleurs, Feu Chatterton, du groupe Monde Nouveau, ou plutôt le groupe Feu Chatterton, c'est l'inverse, on me fait signe. Monde Nouveau. Alors, pourquoi ce choix ? D'abord, j'aime beaucoup ce groupe pour la qualité de ses textes et de sa musique, qui sont vraiment fantastiques. Et puis, ce titre-là est intéressant. Il est paru peu après la Covid-19 et on se rend compte que chez ces artistes, il y a eu une sorte de prise de recul par rapport à la société, par rapport finalement un peu à la petitesse de nos comportements quotidiens et qui sont très décalés par rapport à l'importance des enjeux dans le monde aujourd'hui. Donc un monde nouveau, c'est peut-être le monde dont on appellerait nos voeux en tant qu'écologue. Le monde dont vous rêvez. Merci beaucoup. Et on écoute ça tout de suite. Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. On le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. S'attraper dans les bras, ça on le pouvait. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait. On le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait. Un monde nouveau. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, se prendre dans les bras, ça on le pouvait, on le pouvait. Se prendre dans les bras. Un monde nouveau. Eh bien, c'était Feu Chatterton, un monde nouveau. Merci beaucoup, Philippe Grandcola, pour ce choix. Donc, on rappelle que nous sommes en direct avec vous et que vous êtes écologue, spécialiste de la biodiversité.
On a un peu parlé de votre travail et des biais de perception qu'on a de la biodiversité. Et nous, en tant que fondation de coopération scientifique, on aimerait aussi vous demander un petit peu quelles sont les conséquences, s'il y en a, des biais que vous avez observés sur la manière d'orienter les sujets de recherche et chez les scientifiques, même si vous en avez parlé un tout petit peu avant, si vous pouviez nous en parler un peu plus. Bien sûr, oui, en fait, tout simplement, il y a moins d'études qui portent sur des organismes qui ne sont pas charismatiques et donc sur des organismes qui pourtant écologiquement sont indispensables, hein. Par exemple, en France, on a pas mal d'études qui portent sur les pollinisateurs, mais pas autant qu'il serait nécessaire, tout simplement parce que la plupart des insectes qui pollinisent sont pas très charismatiques par rapport à des mammifères, des oiseaux ou même des grands arbres. On peut faire la même comparaison avec la faune du sol. Le sol aujourd'hui, c'est des milliards de bactéries par gramme. C'est la fertilité du sol qui est biologique. L'azote du sol est capté à l'origine par les bactéries. Il est retenu dans le sol grâce au complexe argilo-humique qui est construit par les vers de terre. Tout ceci, finalement, est relativement bien connu, mais moins étudié, encore une fois, que ce qui se passe avec des organismes de grande taille qui sont plus charismatiques. Donc voilà une des conséquences déjà, hein, tout simplement, on n'étudie pas forcément ce qui est le plus important, mais on étudie ce qui nous frappe le plus. Mais Monsieur Cancola, vous dites les pollinisateurs. Quels sont-ils, ces autres pollinisateurs qu'il faudrait étudier? Alors en fait, il y a énormément d'insectes qui pollinisent, 5000 espèces sur 40 000 en France, hein, Waouh! pollinisent. Donc c'est énorme, hein. Alors bien sûr, il y a déjà toutes les abeilles, et au-delà de l'abeille domestique, il y a 1 millier, à peu près presque 1 millier d'abeilles, qui sont pas sociales, mais qui ont une activité qui peut être très importante, hein. Quelquefois, par exemple, sur certains arbres fruitiers, il suffit de 3 petites abeilles solitaires pour arriver à polliniser la plupart des fleurs de l'arbre en une journée, vous voyez? Et puis il y a d'autres insectes qui pollinisent, comme, certains coléoptères ou certains papillons ou même des mouches, hein. Quand on monte en altitude dans les montagnes en France, dans les Alpes, le Massif central ou les Pyrénées. Donc on est vraiment dans des systèmes où les autres organismes sont aussi importants que une ou deux espèces charismatiques comme l'abeille domestique, hein, bien sûr, qu'on connaît bien puisque c'est nous-mêmes qui l'avons domestiquée et qui l'élevons la plupart du temps dans des ruches. Est-ce que ça laisse de l'espoir un peu alors? Parce qu'on dit la perte des pollinisateurs, par exemple, la perte des abeilles serait une catastrophe. Est-ce que ces pollinisateurs-là pourraient éventuellement prendre le relais entre guillemets? Enfin, c'est peut-être pas forcément très bien dit, c'est pas noir ou blanc, mais... Mais en tout cas, on doit avoir cette diversité du vivant Hmm. pour que les écosystèmes puissent fonctionner et Correctement. malheureusement, les D'accord. mêmes causes produisent les mêmes effets, hein. Malheureusement, sur l'abeille domestique et sur les pollinisateurs sauvages, c'est-à-dire que le premier gros problème dans les 2 cas, ce sont les pesticides. Mhm. Il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter, bien sûr. Un insecte qui est fragilisé par des doses, un petit peu sublétales de pesticides, exactement comme nous, hein, d'ailleurs, hein, il faut le rappeler, il y a beaucoup, beaucoup de maladies dégénératives, y compris, malheureusement chez les agriculteurs eux-mêmes qui sont liées à des polluants, heu, issus de l'agriculture industrielle. Mhm. Quand les insectes sont fragilisés, ils sont plus sensibles à des parasitoses, à des maladies et puis au stress climatique qui viennent s'ajouter au problème des pesticides, évidemment, en particulier dans les plaines agro-industrielles en France, hein. Quand on monte à l'étage subalpin, là, il y a d'autres soucis que les pesticides, bien sûr, ou au contraire, quand on va dans des milieux vraiment agro-industriels, là, la quantité d'insectes est quasiment chute de manière astronomique, puisqu'ils sont finalement relativement peu désirés de manière globale. Et donc, ces biais, ils touchent donc fortement, on comprend la communauté scientifique. Donc, on imagine, ça touche aussi les décideurs, le législateur éventuellement. Et du coup, comment est-ce que les biais ils peuvent avoir des conséquences sur la préservation de la biodiversité, par exemple sur l'influence que ça peut avoir sur le choix des aires protégées dans les territoires? On a des lois qui doivent passer pour 2030 notamment. Est-ce que ça risque d'influencer, de limiter certaines zones protégées? Oui, bien sûr, hein, le biais elle-même, je vous dirais, il est même pire chez les décideurs et Pire. chez le législateur, tout simplement parce que bon, le scientifique peut avoir une attitude un peu réflexive, hein, et se dire que, bon, même étant spécialiste des oiseaux, je comprends parfaitement le rôle des insectes pollinisateurs. Même si j'ai un intérêt matériel et une expertise à continuer à étudier les oiseaux, je ne suis pas
ignorant sur le rôle des autres organismes. Pour le législateur, évidemment, l'absence de connaissances directes sur le sujet, il se réfère finalement aux travaux les plus significatifs. Et lui-même, en tant qu'humain, il a ce biais de perception. Donc là, un gros problème, effectivement. Alors, quelquefois, c'est un biais qui peut poser problème, mais quelquefois aussi, paradoxalement, qui peut finalement un peu protéger la biodiversité. C'est la notion d'espèce parapluie, d'espèce particulièrement charismatique. On peut établir une réserve naturelle, un parc national, dans un environnement où il y a quelques espèces qui sont rares ou particulières. Et si ce sont des espèces charismatiques, quelque part, elles servent de parapluie pour l'ensemble de la biodiversité. C'est pas très rationnel, mais quelque part, l'effet, malgré tout, est positif. Le souci actuellement dans la constitution de nos zones protégées, en particulier en territoire métropolitain, c'est pas tant, quelque part, le fait qu'elles soient fondées sur un mammifère, une plante ou un insecte, c'est surtout qu'elles sont relativement peu protégées. On parle du fameux chiffre de 30%, Oui, c'est ça. Oui. qui n'est atteint que sur le papier, puisque le niveau de protection n'est jamais absolu dans un parc national. Dans un parc naturel régional, ce n'est pas un territoire protégé par essence, c'est un territoire de conciliation entre la science, l'environnement, les communes, les habitants. C'est extrêmement important, mais ce n'est pas une aire protégée. Et puis enfin, le chiffre de 30%, il est atteint grâce à des aires protégées qui sont simplement des traits sur la carte, par exemple dans l'océan Pacifique, et qui sont des mesures tout à fait sympathiques, mais qui n'ont pas Qui n'ont pas finalement d'effet pas d'effet pratique, concret. parce que Ouais. voilà, dans la mesure où ce sont des zones qui ne sont pas peuplées, évidemment, le fait de décréter qu'il s'agit d'un parc ou d'une réserve ne change pas beaucoup la réalité. Ça Et ne veut pas si- dire qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, mais Et est-ce que vous diriez qu'on peut aller jusqu'à dire que donc, ces biais, et puis après, les conséquences sur la préservation et les choix qu'on fait au niveau des aires protégées, de la biodiversité, ça peut aller jusqu'à avoir des conséquences sur déséquilibrer certains écosystèmes? oui, tout à fait. En fait, on a vraiment une difficulté à regarder la diversité du vivant telle qu'elle est, et c'est vraiment compliqué d'avoir ce regard un petit peu avec un peu de recul. Typiquement, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle des causes de déclin de la biodiversité, on parle de la perte d'habitat, de la surexploitation. Perte d'habitat, on fait référence à la couverture végétale la plupart du temps. On coupe une forêt, on coupe une haie, et donc c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que là, c'est une vue un peu plus systémique qui est intéressante, mais là encore, on ne va pas regarder ce qu'il y a dans cette haie, dans cette forêt ou dans cette zone humide. Donc, quand on parle de surexploitation, il s'agit presque toujours de grands organismes, des arbres, des mammifères, des poissons. Quand on parle de pollution, là, c'est une vision qui n'est pas organismique et qui est par contre extrêmement importante, évidemment. Quand on parle de changement climatique, très souvent, on pense qu'il s'agit d'un effet purement physique, des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'en fait, la régulation climatique est permise en grande partie par la photosynthèse dans la végétation, dans le plancton et par des organismes microbiens dans les sols. Donc là encore, on a du mal à regarder le climat pour ce qu'il est réellement, des algues, des arbres et puis des microbes. Et puis enfin, quand on parle des espèces exotiques envahissantes, on va quelque part diaboliser quelques espèces qui effectivement posent de graves problèmes, mais en ne regardant pas le reste des écosystèmes et en attribuant à ces espèces la totalité des problèmes existants. Donc on a toujours un regard biaisé, mais c'est un peu normal quelque part, parce que l'ensemble de la biodiversité qui fait système, c'est colossal. Même Oui, en c'est France ça. métropolitaine. Je pense voilà. que c'était un petit peu la question suivante, c'est-à-dire est-ce que c'est pas extrêmement complexe de prendre en compte toutes des espèces qui vont exister au sein d'un écosystème? Non, tout à fait. En fait, c'est le gros problème de la biodiversité, à qui on fait reproche aux écologues de ne pas avoir d'indicateurs simples, vous voyez, pour parler d'état de la biodiversité, comme les équivalents carbone pour le climat. En réalité, le problème n'est pas les écologues. Le problème, c'est qu'en tant qu'humain, on a bien du mal à s'intéresser à cette complexité qui fait système, évidemment. Le but, c'est pas d'avoir une liste à la Prévert des espèces qui sont dans chaque endroit. Le but, c'est d'avoir un peu cette information de base, parce que une espèce ou une autre, à un moment donné, peut être critique, et si on la connaît pas, on a des problèmes.
Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre comment ces systèmes, ces écosystèmes évoluent et finalement par quel forçage on peut arriver à ne pas perdre finalement à la fois leur qualité et puis les services qu'ils nous rendent de manière évidente, hein. Donc c'est à la fois, il faut avoir à la fois cette vue d'ensemble systémique et puis en même temps avoir la capacité quand même de temps en temps à mettre des coups de projecteur sur telle ou telle partie de la biodiversité sans avoir des biais trop importants, sans être fasciné par le koala et oublier le pollinisateur inconnu sur notre territoire métropolitain. On parle beaucoup du coup du regard de l'humain, mais malgré tout, l'humain fait partie de la biodiversité. Notre place exactement, quelle est-elle, étant donné qu'on est observateur et en même temps on en fait partie? Oui, c'est une difficulté scientifique, effectivement, hein. Alors la difficulté n'est pas d'être à la fois observateur et partie prenante. La difficulté, c'est d'avoir des raisonnements dans lesquels, finalement, qui préservent l'indépendance logique. C'est-à-dire que nos hypothèses, quand nous les faisons au plan scientifique, ne soient pas déjà entachées d'a priori ridicules, hein, auquel cas, évidemment, le test de l'hypothèse amènera probablement pas quelque chose de très innovant. Donc c'est toute la difficulté, c'est de prendre un peu de recul et d'arriver à se détacher et prendre du recul en tant qu'observateur et ne pas évidemment oublier de considérer que les humains partout, depuis des milliers d'années, ont une importance énorme sur la manière dont les écosystèmes ont évolué et que nous-mêmes, nous sommes des humains régis par des règles qui sont celles de la biodiversité, hein. Nous pesons tous 2 kilos de bactéries euh, en tant qu'humains adultes, hein, et nous en avons absolument besoin. Par exemple, ça, c'est un élément de la biodiversité. La biodiversité, c'est pas seulement les girafes, les éléphants ou les pollinisateurs, c'est aussi notre microbiome dont nous avons besoin pour digérer, pour résister à certains microbes adverses ou pour simplement nous développer correctement en tant qu'individu. C'est sûr, en tant qu'humain, je pense que quand on pense à biodiversité, on ne pense pas forcément à ce côté-là. Oui, c'est le gros problème, en fait, là, c'est un des problèmes avec la perception culturelle, enfin la manière dont c'est construite culturellement les images autour, la représentation autour du mot biodiversité. À l'origine, pour les créateurs du mot, évidemment, l'idée, c'était aussi de remettre les humains dans le vivant, hein, parce que quand on parle de nature, évidemment, ça veut dire qu'on en est dissocié. On revient à la nature, mais on n'est pas dedans. Le vivant, ce sont des animaux, des plantes, des microbes de laboratoire. Donc biodiversité, diversité du vivant, l'idée c'était d'avoir enfin cette vision globale, systémique, dans laquelle les humains sont partie prenante. Et malheureusement, évidemment, culturellement, nous résistons, hein, nous autres occidentaux, parce que bien sûr, comme par exemple la plateforme IPBES l'avait rappelé il y a un an, il y a plein de manières de voir la nature, et les peuples qui sont de culture à l'origine totémique ou animistes, en fait, ont un regard sur la diversité du vivant qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et du coup, on l'a dit, donc on fait partie de la biodiversité, mais on ne se voit pas vraiment comme faisant partie de la biodiversité, ou on ne pense pas à tous les organismes. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société et quels enseignements on peut en tirer? Alors sur notre société, je pense qu'il y a un gros problème déjà, c'est la déconnexion avec le vivant. Parce que le biais dont on parle, il ne fait que s'accentuer puisqu'il devient numérique, hein. Quand on parle de biodiversité, souvent, c'est ce que l'on voit sur son téléphone, à la télévision ou sur son ordinateur. C'est encore moins ce que l'on voit chaque jour autour de soi. Donc il y a une accentuation, mais le biais à l'origine, il est déjà existant, il s'accentue avec la déconnexion, avec l'urbanisation. L'exode rural en France a amené finalement à la constitution de grandes villes, ce qui est en train de se faire aussi dans les pays du Sud avec encore plus d'acuité, hein, puisque là on construit des mégapoles. Mais en France, c'est déjà advenu. Il y a une certaine déconnexion, et cette déconnexion aussi va de pair avec ce qu'on pourrait appeler le technosolutionnisme. Quelque part, l'idée naïve de penser que plutôt que de préserver un équilibre entre des espèces dans des écosystèmes naturels et que ces équilibres nous profitent, c'est tout le concept de solution fondée sur la nature, bah finalement, on préfère construire des dispositifs techniques
qui nous semble fascinant, hein. C'est un peu quelque part, moi je fais un peu la plaisanterie, voilà, de l'abus de pouvoir, hein, de l'humain qui pense avoir dominé le monde parce qu'il a une télécommande infrarouge dans sa main et qui lui permet de commander sa télé à distance, voilà. Alors, Et on parlait de l'humain, justement. Est-ce que l'humain, ou dans vos travaux de recherche, vous avez pensé à des stratégies afin de contrer ces biais? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent, justement, pour rééquilibrer la balance un petit peu? Ouais, je pense que le maître mot, c'est la surprise. Mon collègue Bruno David, qui était président du muséum, parlait d'émerveillement. Moi, je suis moins gentil, hein. Je pense qu'on doit surprendre et de manière empirique, à travers la direction de mon laboratoire pendant une dizaine d'années, dans lequel il y avait beaucoup de collègues qui travaillaient sur des organismes différents, et puis à travers mes fonctions nationales au CNRS, je vois finalement quelquefois qu'un exemple surprenant, ça permet un basculement intellectuel. Quand on est dans l'entre-soi, avec toujours les mêmes discours, les mêmes exemples, qui sont un peu connus de tous, hein, les pollinisateurs, l'abeille sur les fleurs, etc. Bien sûr, ça peut être très positif et c'est indispensable, mais quelquefois, il faut parler de choses qui font peur, pas pour faire peur, hein, mais pour provoquer un basculement. Quand on parle du ver plat envahissant, quand on parle de la punaise de lit, quand on parle du milliard de bactéries qui existent dans chaque gramme de sol, on surprend et on provoque quelque part un sursaut. Mais ça, c'est quand même une notion très intéressante. Provoquez-nous, on adore ça, l'émerveillement. Pour vous, la surprise pour contrer ces biais. Bah, écoutez, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est la fin de l'interview. Un grand merci, Philippe Grandcola, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Et d'avoir puis, répondu à nos questions. On passe à notre deuxième interlude musicale, La Tordue, Où va-t-on? Merci, Philippe Grandcola. Merci à vous, au revoir. Merci, Au au revoir. On se moque du tiers comme du quart. Le monde se fout du monde car si l'on s'arrête 5 minutes, on voit sous la cocotte minute le feu affondra la pression, la fin tenant à un bouton sur le fil de la dissuasion. Encore une belle idée béton, on fait pousser des champignons dans les caves de l'oncle Dom Tom. Gentil, gentil, les autochtones, vous reprendrez bien un bout d'atome. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de con, plus ça se voit. Qu'un petit crime se commette là-bas à l'ombre d'une comète, parce qu'une bande de Vénusiens dans un bal en sont venus aux mains. Et aussi sec, notre petite planète est au jus au courant du fait, par la lorgnette des caméras, prêtes à mater tous les coups bas. Tandis qu'en bas de chez toi, de chez vous, de chez nous, de chez moi, quelqu'un tout seul de faim, de froid, est mort en se bouffant les doigts. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de con, plus ça se voit. Des têtes à claques portant calotte, clame à bas la capote, puis se froid béotien du sexe, qui mettent l'IVG à l'index. Eux qui de la vie ne connaissent que les balivernes des livres de messe. Un doigt de la crime à Christie, un autre dans l'opus Dei. Et si l'amour peut rendre aveugle, il rend sourd. C'est fou qui beugle, ces onanistes consacrés. D'eux aussi il faut se protéger. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est de con, plus ça se voit. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas,
pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et nous revoici ici pour les actualités scientifiques. Alors on parlait solutions, eh bien Damien et Julien vont justement nous en reparler de ces solutions. Alors exactement, moi je voudrais aborder une question qui touche également à la biodiversité, un petit peu à notre interview d'aujourd'hui. On sait que des chercheurs tentent de trouver une alternative à l'huile de palme, qui est, comme vous le savez sûrement, très utilisée dans beaucoup de nos produits alimentaires. La culture du palmier entraîne une déforestation massive, une pollution de l'air, notamment par les fumées des brûlis, et la disparition des écosystèmes entraînés par la déforestation entraîne une baisse de la biodiversité d'au moins 90% dans ces secteurs. Donc aujourd'hui, le mois dernier d'ailleurs, je crois, des chercheurs de l'université Queen Margaret d'Édimbourg ont trouvé un produit de substitution sans conservateur, sans arôme, sans autre huile de coco par exemple, qui remplace parfois l'huile de palme. Alors ils utilisent un mélange de déchets issus de l'industrie du lin, de l'huile et des fibres de colza. Beaucoup plus simple. En plus d'être meilleur pour l'environnement, ce produit sera meilleur pour la santé des consommateurs car moins gras. Donc avis aux industriels qui voudraient faire un geste pour la planète et nos triglycérides. Une bonne nouvelle, et puis une deuxième bonne nouvelle. Alors maintenant on part en Alsace, direction Strasbourg, avec une rubrique « Le bio sur ordonnance pour les femmes enceintes ». Alors depuis un an, à Strasbourg, la mairie expérimente le dispositif Ordonnance verte. Ce dispositif permet aux femmes enceintes strasbourgeoises qui le souhaitent de bénéficier gratuitement d'un panier bio par semaine, une valeur de 15 € et de conseils sur les perturbateurs endocriniens, le tout sur ordonnance de professionnels de santé. Pas mal, non ? Pendant un an, 800 strasbourgeoises ont bénéficié de ce dispositif financé par la mairie, qui a annoncé le 19 septembre dernier, donc il y a quelques jours, sa pérennisation. Pour information, les maisons de santé basées dans les quartiers prioritaires de la ville se sont fait le relais de ce dispositif en communiquant énormément au niveau des habitants des quartiers, et l'expérimentation a donc bénéficié à des femmes de tous les milieux. Cette initiative montre donc toute son importance pour réduire les inégalités de santé, surtout lorsqu'on sait que les cadres sont beaucoup mieux informés que les ouvriers sur les risques liés aux perturbateurs endocriniens. En effet, en 2015, une étude parue chez Harris Interactive a montré que 86% des cadres sont informés sur les risques associés aux perturbateurs endocriniens contre 59% des ouvriers. Après cette expérimentation réussie, pourquoi pas l'étendre à d'autres villes et pourquoi pas à Valence ? Merci Damien, et on rappelle que l'ARS, je crois, a sorti un guide sur les perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes qu'on peut retrouver sur leur site, donc si ça intéresse certaines personnes. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment positif de solution. Et puis on passe maintenant à notre nouvelle rubrique, la science poétique. La science poétique. Donc aujourd'hui, on va partager avec vous un texte tiré de l'Atlas de botanique poétique par Francis Allais. Mon premier voyage en Chine date de 1989. Le CIRAD de Montpellier m'avait demandé d'évaluer un jardin botanique qui se trouve au sud du pays, tout près de la frontière avec le Laos. Ce jardin avait été créé à l'époque de Mao et les Européens n'y avaient pas encore eu accès. Là, j'arrive dans ce jardin un dimanche matin et aussitôt, le directeur, Chen Jin, me demande « Connaissez-vous la plante qui danse ?» Il me guide alors jusqu'à des plantes en pot, de petits arbustes qui ne paient vraiment pas de mine. Leurs feuilles, semblables à celles des haricots, sont grises et malgré leurs jolies fleurs roses, ces arbustes sont d'allure tout à fait quelconque, discrets et effacés. Autour de ces pots, des Chinois assis par terre tapent dans leurs mains et poussent des cris. Ils font danser la plante, m'explique Chen Jin. En effet, les 2 folioles latérales de chaque feuille bougent dès qu'il y a du bruit. « Pourriez-vous chanter une chanson française pour voir si ça marche aussi ?» me demandent alors des Chinois. Un chant de marin breton et ça marche. La plante danse, au grand ravissement des spectateurs. Avant mon départ, le CIRAD m'avait prévenu. « Méfie-toi, les Chinois sont d'un nationalisme sourcilleux. Ils redoutent qu'on leur pique leurs graines. » Pourtant, je louche sur ces fruits dont les plantes qui dansent sont couvertes. Une profusion de petites gousses grises, semblables à des haricots. Je finis par demander timidement si le jardin accepterait de me donner quelques graines. Aussitôt, les Chinois se lèvent, partent chercher un grand sac et m'aident à les cueillir.
J'ai tout rapporté en France, où la plante pousse très bien en serre. C'est au jardin botanique des Cèdres Saint-Jean-Cap-Ferrat que je l'ai fait germer en premier. L'équipe scientifique du jardin se demandait si le mouvement de la plante n'était pas dû au courant d'air suscité par le claquement des mains ou de chants. Alors ils ont posé un transistor près de la plante, qui a dansé sans problème. On voit avec Codariocalix motorius que les végétaux nous intriguent d'autant plus qu'ils présentent des caractères animaux et des ressemblances avec nous-mêmes. À quoi sert à la plante cette étonnante faculté de bouger ses folioles si l'on fait du bruit ? C'est encore un mystère. Il me semble qu'une plante aurait au contraire intérêt à passer inaperçue des prédateurs en ne bougeant pas. Depuis ma visite en Chine en 1989, on a progressé dans la connaissance du Codariocalix motorius. Et des chercheurs ont mis en évidence un phénomène que je trouve très amusant et surprenant. Si vous faites pousser la plante sans bruit pendant 6 mois et qu'un jour vous tentez de la faire danser, elle bouge peu et lentement. Si vous l'entraînez chaque jour, elle progresse et danse de mieux en mieux, comme une ballerine à la barre. Cette plante a besoin d'un entraînement, au sens sportif du terme, nécessairement fondé sur une sorte de mémoire. On est encore loin de percer le mystère du mouvement de cette plante, pourquoi elle bouge et comment elle le fait. Une conclusion importante concernant Codariocalix. Cette plante est sensible au son sans avoir d'oreille. Merci beaucoup, Pauline, c'était magnifique. Et puis on parlait d'anthropomorphisme tout de suite. Eh bien, c'était vraiment d'actualité, cette plante qui danse. Et on passe aux actualités de la Fondation. Merci à Francis Allais. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et les actualités de la Fondation, eh bien, vous avez dû en entendre parler. C'est officiel depuis septembre. La Fondation Rovaltin a officiellement changé de nom et on s'appelle maintenant la Fondation Evertea. Alors Evertea pour vert évidemment, Evertea pour vertueux, Evertea pour ever, toujours. Et donc dans la suite des actualités de la Fondation, une date à retenir, le 16 octobre prochain, la Fondation Evertea co-organise avec la SFSE et le cirque une journée qui sera disponible également en visioconférence pour ceux que ça intéresse, sur la thématique de quel système alimentaire pour concilier santé, climat et biodiversité. Donc de 10h à 17h30, la journée s'articulera autour d'un colloque de scientifiques et il y aura également une conférence ouverte à tous à partir de 18h pour comprendre comment mieux manger pour notre santé et celle de la planète. Ça se passe au siège du cirque à Lyon. Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Fondation. N'hésitez pas à vous inscrire et on passe aux conférences grand public. Et oui, parce qu'on a une émission de radio sur Radio BLV, mais vous pouvez aussi nous retrouver en chair et en os lors de nos conférences grand public. Et cette année, on repart pour un tour. Cette fois, non pas au navire, mais bien à la médiathèque La Tour Maubourg dans le centre-ville de Valence. Alors la prochaine conférence aura lieu le 25 octobre à 18h. Avec Guillaume Courgue, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Lumière Lyon 2. Guillaume Courgue viendra nous parler de la démocratie participative et de la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la décision publique. Nous aborderons les modalités concrètes du déploiement du dispositif, qui les met en place, qui les anime et surtout comment leur lien à la décision publique est-il assuré. Venez nombreux le 25 octobre à 18h. Merci beaucoup Damien et on finit par les formations. Et oui, parce que nous nous démultiplions. Nous proposons également toujours des formations. Donc vous pouvez les retrouver toutes sur le site de la Fondation Evertea et de sa filiale Evertea Fait, qui a également changé de nom. Donc pêle-mêle, je peux vous en donner quelques-unes. Si vous voulez améliorer votre anglais scientifique pour une publication, nous vous proposons cela. Et sinon, vous pouvez améliorer votre stratégie d'entreprise en vous inspirant des écosystèmes et de la biodiversité. Voilà. Ah, encore de l'anthropomorphisme. Et oui. Et merci à tous, merci Julien. Nous arrivons à la fin de cette première émission de la parenthèse scientifique. Eh bien, on était très heureux de passer cette petite heure avec vous, à vos côtés. Et puis, l'équipe de la Fondation et moi-même, nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain, avec grand plaisir, pour une nouvelle émission. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah, ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.